Vous voyez tous mon écran là? Ouais. Oui, ça paraît bien. Parfait. Comment on met ça en haut? Tac, non, peu importe. Ok, bah écoutez, bienvenue à tous pour cette session de... Alors, c'est pas une session de révision, mais c'est une correction des annales, en tout cas des sujets de 2025, même s'ils ont eu lieu en 2026, des EVCP de médecine générale. On a à peu près 1 heure devant nous, 15 minutes par sujet. Il y a 4 sujets. Euh, et l'idée, en fait, c'était de voir un peu avec vous ce que vous en avez pensé. J'ai en tout cas fait une correction, une proposition de correction. Mais comme je le dis souvent lors des sessions, eh ben, vous êtes tous médecins, hein, et je pense que vous avez tous, la plupart, un bien meilleur niveau que moi, d'autant plus que vous venez de sortir des EVC, donc les connaissances, ça, il y a pas il y a pas de doute là-dessus. Moi, l'objectif, c'est un peu de vous orienter sur éventuellement la façon de répondre avec les témoignages, les copies de vos collègues qui ont réussi les EVC, la correction de tous les annales sur plusieurs années. Et on commence un peu à flairer en tout cas les questions tombables, hyper tombables, et sur quoi ils s'inspirent, ceux qui vous font les sujets, parce que vous verrez, parfois, il y a des référentiels sur lesquels ils vont vraiment directement piquer des sujets, notamment sur le VCF. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une image de radio thoracique. Et ben, cette image de radio thoracique, elle sort directement du Collège des enseignants de pneumologie. Si vous tapez Collège enseignants de pneumologie, BPCO, c'est accessible sur Internet, c'est gratuit. Vous avez directement la même image que celle qui est tombée aux EVC cette année. D'accord? Et je vous ai dit, hein, le Collège de pneumologie, c'est vraiment, entre guillemets, la Bible des EVC de médecine générale. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ce collège-là, les médecins généralistes qui vous font les sujets s'en inspirent énormément. La preuve, il y a beaucoup de choses qui sont tombées là-dessus, notamment aussi l'analyse des EFR. Et là, on verra juste après l'embolie pulmonaire. Donc, bon, c'était un peu du classique. Il y a un peu tout qui est tombé. Les lombalgies, en tout cas, un sujet complet là-dessus, c'est jamais vraiment tombé. Ça, c'est la première fois qu'on a un vrai sujet complet là-dessus, mais toutes ces notions-là étaient tombables et parfaitement à maîtriser, en tout cas sur les items que je vous avais demandé de réviser et que j'avais partagé sur le groupe Facebook pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, c'est vraiment très redondant, hein, d'accord? Donc, il y a pas de secret. Euh, on va commencer par le sujet 1. Donc, vous avez une patiente de 55 ans qui vient pour une dyspnée évoluant depuis 10 jours, uniquement à l'effort. Bon, là, femme âgée de 55 ans, en général, on le flaire, là. Déjà, c'est entre 45 et 55 ans, mais ça va prendre avec des pincettes. On sent que ben, ils veulent nous amener sur quelque chose de bien particulier, notamment l'embolie pulmonaire. Mais bon, ça c'est vraiment c'est un flair avec l'expérience. On va voir la suite pour en être sûr. Elle indique avoir du mal à se rendre à son travail par les transports en commun depuis une semaine. Elle est agent d'accueil dans une grande société. Dans ses antécédents, on note une thrombose veineuse superficielle de jambe. Donc là, on vous a déroulé le tapis rouge. Euh, on vous donne carrément le diagnostic. On ne peut pas faire mieux. Donc découverte fortuitement 1 an auparavant. Alors pour ceux qui ont les micros ouverts, essayez de fermer le micro s'il vous plaît, sauf si vous avez une question, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai fait exprès de laisser des micros, même si c'est pas très gérable. Euh, vous êtes 58, peut-être plus tout à l'heure, mais j'ai préféré laisser vos micros ouverts pour que voilà, ce soit interactif. Euh, découverte fortuitement 1 an auparavant, qui fut traitée par anticoagulant pendant 6 semaines. Elle a un fils de 32 ans. Elle est suivie régulièrement par son médecin traitant et son gynécologue. Elle est ménopausée depuis 1 an. Alors, dans ce petit paragraphe, eh ben, on a des éléments qui sont intéressants, mais on a des éléments qui nous servent peut-être à rien. Elle a un fils de 32 ans, ok, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? On n'a aucune autre info. Par contre, il faut se méfier de ces informations qu'on vous donne et qui vous orientent pas trop.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, ah, peut-être que ce serait intéressant de l'interroger, cet enfant. Peut-être ce serait intéressant de savoir s'il y a un terrain génétique. D'accord? Parce que tout le monde va dire, bon, EP, elle est suivie régulièrement par son médecin traitant gynécologue, ça peut être intéressant, ça. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Elle est ménopausée depuis 1 an, donc ça, c'est vraiment un facteur de risque, effectivement, de l'embolie pulmonaire dans un certain contexte, et on verra juste après lequel. Mais elle a un fils de 32 ans, bon, on se dit, bah, pourquoi pas. Mais voilà, n'hésitez pas à passer du temps à analyser l'énoncé. Pourquoi? Parce que vous pouvez gratter énormément de points. C'est ce que je dis à chaque fois aux étudiants sur les sessions de révision. Passons du temps sur le sujet, en tout cas sur l'énoncé, et notez au crayon tous les éléments qui vous passent par la tête. Je prends l'exemple assez bête des patients, par exemple, qui ont voyagé à l'étranger ou bien dans par exemple aux Antilles, etc., et qui ont une maladie d'Orton et qui sont sous immunosuppresseurs. Donc il faut penser à quelle pathologie, par exemple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, par exemple, l'anguillulose maligne chez les patients qui sont sous corticoïdes et qui ont voyagé à l'étranger. Donc, c'est des petites choses que vous êtes dans l'énoncé et ça, faut vraiment passer du temps à entourer et à porter vos notations. Donc, cliniquement, aux urgences, alors, juste éteignez vos micros, s'il vous plaît. الترجي شو اسمه Alors, الاهلي attendez. تاع بياس. Alors, attendez. Je vais éteindre tous les micros. Parfait. Donc, cliniquement, aux urgences, la patiente ne rapporte pas de toux ni d'expectoration. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale. Les mollets sont souples et indolores. Fréquence cardiaque 95, pression artérielle 110-78, saturation 96, température 37,2. Bon. Prescrivez-vous un dosage biologique? Si oui, lequel? Justifiez votre réponse. Donc, moi, je pense qu'il faut assez facilement partir sur un dédimère. Pourquoi? Parce que là, c'est une patiente qui n'a pas un diagnostic clair, précis, une probabilité clinique élevée, mais par contre, donc pour aller directement dans le scanner, mais par contre, elle n'a pas une probabilité clinique nulle. Donc, on est sur une probabilité clinique, même si vous vous rappelez plus du score de Wells et de Genève, vous vous dites, ah, je sais qu'elle a au moins un facteur de risque. Et comme elle a un facteur de risque, on va doser les délimères. D'accord? Donc, ayez toujours à l'esprit le score de Wells et le score de Genève. Ces deux scores, ils sont disponibles ici. D'accord? Donc, dans le collège, vous les trouvez. Ils sont assez importants. Ne faites pas l'impasse là-dessus. Donc là, on vous les met ici. Bon, il y a un autre score, le score de Hirsch, mais ça, c'est aux urgences. Mais bon, vraiment, retenez ces deux-là, c'est le plus important, bon, en tout cas pour la médecine générale. Vous faites un enjeu scanner, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, il n'y a pas photo. On voit une embolie pulmonaire ici, donc qui est représentée par ce thrombus qui est effectivement qui apparaît hypodense au moment de l'injection de produits de contraste. Et on en voit un autre ici. D'accord? Donc faites très attention à essayer de ne pas vous focaliser que sur une partie. On peut évoquer effectivement une thrombus également du côté gauche de l'artère pulmonaire gauche. Donc embolie pulmonaire bilatérale et préciser la localisation. Donc localisation, présence de défaut d'opacification dans l'artère pulmonaire droite en proximale et l'artère pulmonaire gauche plutôt en distale. On voit que le tronc il est un peu, qu'il est un peu plus affiné. Est-ce que c'est la première fois qu'ils mettent des clichés? C'est la première fois qu'ils mettent des clichés, ouais, effectivement. Avant, ils ont déjà mis une image clinique de lésion, le thrombus, une jambe, un thorax, mais une imagerie, oui, c'est la première fois cette année. Et je vous ai dit que cette année, depuis quelques années, ils mettent des images. Donc ça peut tomber des images de radio, ça peut tomber des images de scanner, d'IRM cérébral peut-être l'année prochaine sur un AVC. Donc, alors voie interne, j'ai déjà fait la correction. Elle est disponible sur, euh, sur Facebook, sur le groupe. Donc tu peux le checker.
Donc ça, c'est très important. Les images, oui, bien sûr qu'elles peuvent tomber. Alors, quels signes cliniques recherchez-vous pour déterminer la sévérité de la pathologie? Alors, ce qui est très important, c'est que si vous avez une mémoire visuelle, vous vous rappellerez dans ce cours-là, l'embolie pulmonaire, accessible gratuitement. Donc, franchement, vous n'avez aucun investissement massif à faire euh, puisque toutes les références sont accessibles. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle surtout de cette image-là. Cette image-là, elle m'a vraiment interpellé. Et je me souviens que quand on était dans la dernière colonne, hypotension ou choc, on était sur un risque de décès haut et en fibrinolosé. Pourquoi c'est important? Parce que je sais que quels signes cliniques recherchez-vous pour déterminer la sévérité de la pathologie? On peut parler d'une hypotension artérielle évocatrice d'une instabilité hémodynamique. Mais vous allez me dire, mais on a déjà la pression artérielle. Ouais, je suis d'accord. Donc, le souci, c'est que j'ai aucun autre élément. Sauf si vous avez d'autres éléments à m'apporter, parce que vous avez répondu autre chose. Mais moi, je vois pas d'autres réponses possibles, sachant qu'il y a un autre élément qui est très important, qui est même cité sur le collège de pneumologie, c'est que la pression artérielle, elle doit être inférieure à 90 ou, ou bon, ça, on y avait, on avait insisté sur le, les sessions de révision en médecine d'urgence, ou chute de 40 millimètres de mercure de la pression artérielle systolique par rapport à la valeur habituelle. D'accord? Donc ça, c'est très important. Si jamais on vous dit, la patiente, elle a habituellement 140 de tension, 139, 138. Bon, ok, elle n'est pas hyper tendue. Sauf si on fait des automesures tensionnelles ou qu'on fait des mesures ou une MAPA. Mais là, si effectivement elle était à 138 et qu'elle descend à 98, elle n'est pas. C'est vrai qu'on peut se dire que elle n'est pas. Sa tension artérielle systolique n'est pas inférieure à 90. Pas de problème. Par contre, elle est à 98 et que sa tension habituelle est à 138. Donc, comme elle a diminué de, de 40 millimètres de mercure, c'est un signe de gravité, c'est un signe de choc. Et il faut penser à cette colonne-là, de droite. D'accord? Donc, essayez de, cette année, pour ceux qui, bon, j'espère que ceux qui l'ont passé, vous allez réussir. Et ceux qui veulent le réussir pour l'année prochaine, pareil. Mais essayez d'avoir une mémoire visuelle et essayez de faire des groupes de 2 ou 3 personnes et essayez de vous interroger. Aujourd'hui, on va faire 3 sujets, etc. Et vous verrez, c'est très, très impactant pour le jour des examens. Parce que cette question-là, elle aurait pu nous perturber. Alors, elle paraît simple, vue de l'extérieur, au calme, sans être vraiment dans le hangar avec tout le monde qui prépare, en tout cas qui concourt à l'examen. Donc, mais effectivement, ce signe-là, je pense que on aurait pu vite passer à côté. Alors, on t'entend pas, Basma, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Ça hache pas mal. Si jamais tu veux dire quelque chose, tu peux l'écrire sur le groupe. Euh, Question numéro 4. Donc, quelle prise en charge pour cette patiente? Alors, ça, c'est assez important. Vous me dites hein, si vous avez d'autres idées. Moi, je suis ouvert à la discussion parce que ça, c'est pas une correction officielle. Bon, j'ai essayé de faire un truc qui se rapproche le plus, mais si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Donc, si on regarde ici, dans le collège de pneumologie, ils nous disent EP à faible risque de mortalité, donc grâce au score PESI, on fait une hospitalisation courte. Ok, ça c'est très important. Donc il faut que vous fassiez, vous dites, ah c'est bon, l'embolie pulmonaire, je connais. Non, on ne connaît pas. Même si la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ça qu'il faut que que vous disiez pendant vos révisions. Pourquoi? Parce que l'embolie pulmonaire, tu as 4 cas de figure. Tu as soit un cas où tout est vert, ok, tout va bien. Donc c'est un un risque de gravité faible, intermédiaire faible, intermédiaire élevé et haute. D'accord? Et en fonction de chacun, tu as une prise en charge qui est différente. D'accord? Là, ici, on va l'hospitaliser en unité de soins intensifs. Là, c'est en réanimation.
Là, s'il a effectivement un risque de décès intermédiaire faible, c'est une hospitalisation un peu plus longue. Et si c'est un risque de décès faible, hospitalisation courte. Alors, comment on fait pour savoir? Comme je vous ai dit, c'est le score SPSI. Désolé, je vais un peu vite. Donc, SPSI, c'est ça. Est-ce qu'il a plus de 80 ans? Est-ce qu'il a une saturation inférieure à 90? Est-ce qu'il a une pression artérielle systolique inférieure à 100? Fréquence cardiaque supérieure à 110? Cancer? Insuffisance cardiaque ou respiratoire chronique? S'il a plus d'un point, mortalité à 30 jours, 11%. D'accord? Donc, alors, comment on sait si c'est un risque élevé ou pas? Bah, pour un risque élevé, un risque intermédiaire, pardon, c'est si supérieur ou égal à 1, après euh, subdivisé effectivement en deux catégories, intermédiaire faible et intermédiaire élevé, en fonction de la dysfonction du ventricule droit. J'ai vu Ager qui nous parlait de la dysfonction du ventricule droit, mais ça se voit pas cliniquement, mais à l'échographie. Ok. Donc, alors, là, on ne nous demande pas de faire une prise de sang. Tu vois, on ne nous demande pas le bilan biologique. Donc, si on ne nous demande pas le bilan biologique, pas forcément. Il n'y a pas besoin de faire le BNP, dosage du BNP. L'idée, c'est vraiment de se focaliser surtout sur le ventricule droit, l'échographie du ventricule droit, et surtout le rapport entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Vérifier s'il n'y a pas une hypokinésie du ventricule droit. Donc, c'est vraiment l'échographie. L'échographie, c'est déterminant. Et je vais vous dire un autre truc. Je vais vous dire autre chose. Et là, je pose une question. Vraiment, n'hésitez pas à participer, on est entre nous. Euh, Imaginons qu'on avait un patient qui était en choc ou ou hypotension. Vous me dites oui ou non. Qui l'envoie faire un angioscanner? Est-ce que vous l'envoyez faire un angioscanner? OK. Non. Pourtant, pourtant, vous me dites tous non. Pourtant, on ne peut pas fibrinoliser si on n'a pas un diagnostic. On ne peut pas fibrinoliser un patient. C'est interdit, la HS nous interdit de fibrinoliser si on n'a pas objectivé une embolie pulmonaire. Comment on fait alors dans ce cas-là? Là, j'aimerais bien savoir vos réponses. Exactement, Samy, tu as raison. Donc, échographie au lit du malade. On est obligé de faire une échographie. Si tu fibrinolises alors que tu n'as pas objectivé une embolie pulmonaire, c'est zéro. Donc oui, on fait une échographie, on vérifie qu'il n'y a pas une dysfonction du ventricule droit, on peut même vérifier s'il y a des signes d'HTAP, des signes, effectivement, parfois on peut voir même le thrombus. Euh, et une fois qu'on a ça, là on fibrinolise, parce que la fibrinolyse, il y a beaucoup d'effets secondaires. Si jamais il se tape une hémorragie ou un choc hémorragique et qu'il décède, alors que finalement il n'avait pas de paix, et ben là on est bien embêté. Et sachez que parfois, euh, et ben, dans à peu près, j'ai vu ça, ce chiffre-là dans 60% des cas, mais vous me contredirez si vous avez d'autres infos plus récentes, mais dans 60% des cas, malgré ça, il n'y a pas de paix. Donc, ça peut arriver de fibrinolyser alors qu'on n'a pas de... Alors, les contre-indications de la fibrinolyse, ça c'est vraiment à connaître par cœur, c'est commun avec le chapitre sur les AVC. La fibrinolyse, donc c'est par exemple... Alors attention, n'hésitez pas à couper vos micros s'il vous plaît. La fibrinolyse, c'est alors contre-indication si tu as eu un AVC hémorragique, si tu as eu un antécédent chirurgical récent, euh, t'en as plein hein, ils sont assez connus, assez faciles à retrouver. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont ici. Indication fibrinolyse, mais je te laisserai les voir tranquillement. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Ok, on a dépassé. Donc, quelle prise en charge hospitalisation courte, mise en condition, ça c'est très important. Non, déjà, est-ce qu'on l'hospitalise ou pas? Vous le voyez où ce patient? Fermez les yeux, regardez où est-ce que vous le voyez ce patient. Est-ce que vous le voyez en salle d'attente avec les autres patients, en chambre
sans surveillance ou des chocs, d'accord? Ou au lit porte, peu importe. Donc, essayez de savoir. Donc là, bon, c'est un patient qui n'est pas forcément, qui a un risque faible de mortalité, donc on peut le mettre en service de médecine ou au lit porte avec une surveillance de constante de manière régulière. On est ici, hein, je vous rappelle, donc ça va, c'est safe. Par contre, ici, oui, là, eh ben là, ouais, c'est surveillance scope permanent. Là, c'est prise de constante régulière, levée précoce, bilan biologique. Alors, bilan biologique, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'on le met là ou pas. Mais là, comment on va le traiter? Ce serait bien d'avoir un bilan biologique avant de le traiter. Instauration d'un traitement. Alors, à chaque fois, vous mettez ça sur les annales. Un pavé comme ça, je pense, ça a démoralisé pas mal de gens. Mais c'est comme ça qu'il faut que je réponde aux EVC. Bon, ça, c'est vraiment du détail, du détail, détail. Si vraiment, à la fin, vous avez 10 minutes à perdre, bah, vous pouvez mettre euh, précisément le dosage, mais franchement, je pense que le plus important, c'est de dire anticoagulant oraux direct en première intention ou HBPM Fondaparinux plus AVK, basta. Sauf si on vous demande les molécules, le dosage. On a plutôt tendance à préciser maintenant. Pourquoi? Parce que les correcteurs, ils n'ont pas envie de corriger des pavés et c'est compréhensible. Les facteurs de risque maladie thromboembolique, ça franchement par cœur, c'était le début du chapitre. C'est commun avec la phlébite, c'est tellement tombé de fois. Alors il y a plein de fiches, d'annales, etc. qui classent différemment, mais moi je préfère celle-ci, celle aussi des médecins vasculaires. Je trouve qu'elle est, bah, c'est la même. Et facteur de risque majeur, facteur de risque mineur, transitoire ou persistant. Bon, là, moi, j'ai mis majeur, transitoire, mineur, transitoire, et je vous ai mis un truc persistant. Ouais, j'ai mélangé les deux. Ok, donc je vous les ai mis là. Je vous laisserai le lire tranquillement sur la vidéo que je partagerai. Donc, question numéro 6. Voilà, cette patiente revient 3 mois après le début du traitement. Ça, c'est jamais tombé, il me semble. Elle va très bien au plan respiratoire, mais elle est gênée par des bouffées de chaleur. Alors, elle est ménopausée depuis 1 an. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un syndrome climatérique. Ça, c'est un mot-clé. Donc, ménopause, c'est jamais vraiment tombé. Mais là, on nous donne un peu des éléments de gynécologie. Moi, j'avais misé sur migraine et contraception. C'est pas tombé. Bon, mais je pense que ça tombera l'année prochaine. Et surtout les dépistages. Les dépistages du cancer du col, du cancer du sein, ça, il faut le connaître par cœur. C'est jamais tombé, mais je suis sûr que ça va tomber. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pour ce qui est de la gynéco et de la pédiatrie, alors c'est les vaccins, ça c'est sûr. Et la gynéco, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement peut-être effectivement les salpingites, les infections sexuellement transmissibles, pourquoi pas. C'est tombé cette année. Les renouvellements de pilules. Ok. Des petites choses comme ça, la contraception, ça c'est vraiment le. Il y a beaucoup de médecins, c'est très géré en médecine générale, donc je pense que c'est tout à fait tombable. En fait, il faut se poser la question de est-ce que un médecin généraliste il voit ça souvent ou pas? Donc et avant de réviser un chapitre, posez-vous cette question. Donc syndrome climatérique, un bouffée de chaleur et autres symptômes liés à la ménopause. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Bah, contre-indication absolue à reprise des oestrogènes, car risque de récidive thromboembolique. Donc ça, c'est important. On ne l'a pas dit qu'elle prend des traitements hormonaux substitutifs, mais comme elle a des bouffées de chaleur, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ont mis un THS, un traitement hormonal substitutif. Eh ben non, elle a eu une EP. Elle sort d'une EP. Donc on va surtout pas lui mettre ça. Donc, comment je vais m'en sortir? Ah ouais, il nous a eu. Ben, mesure hygiéno-diététique, ça mange pas de pain. Je m'en rappelle plus trop, mais ok, mettez ça. Après, il y a la bêta-alanine. Bon, ça, il fallait vraiment réviser. Si échec, on avait ces traitements-là. Mais bon, on aurait pu s'en sortir avec ça. Contre-indication et peut-être mesure géodétique, vous auriez peut-être eu 3 quarts des points, ce qui est pas mal. Je vais passer rapidement, du coup, au sujet 2. Donc, c'est un patient de 29 ans qui a des lombalgies, qui arrive aux urgences. Il a un syndrome d'Asperger. Bon, suivi en psychiatrie, pas de traitement médicamenteux. Il fait une activité de loisir 10 jours auparavant. En soulevant une charge lourde, il a ressenti un craquement dans le dos. Ça, je vois ça souvent en médecine. Donc, ceux qui vont à la salle de sport et qui soulèvent très lourd.
Et depuis cet épisode initial, des douleurs dans le rachis lombaire. Alors, ça, c'est important. Rachis lombaire. On nous a pas parlé du rachis dorsal, on nous a parlé du rachis lombaire. Peut-être que pour vous, c'est rien, mais ça change tout. Ça change tout. Si on nous avait dit rachis dorsal, ça aurait tout changé. Pourquoi? Parce que rachis dorsal, si tu as une douleur dans le rachis dorsal, donc entre la vertèbre T1 et la vertèbre T12, donc si tu avais une douleur à cet étage-là, et ben là, drapeau rouge. Imagerie. D'accord? Ok? C'est très important. Dissection aortique, cancer, spondylodicite, cancer métastase, tu vois. Donc, effectivement, ça. Donc, ça, c'est très important. Et là, je vous le mets, drapeau rouge, recommandation 2019. Je l'ai, je vous le dis, ça fait 5 ans, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. C'est tombé cette année. La lombalgie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a la HAS qui a publié des choses qui sont importantes. Première cause de douleur, première cause de consultation. D'accord? Donc, les drapeaux rouges, qu'est-ce que c'est? Eh ben, mince. Les drapeaux rouges, eh ben, c'est tout ça. Donc, déficit neurologique, fièvre, les âges extrêmes, moins de 20 ans, c'est pas normal qu'il ait mal. Donc, même s'il a une douleur lombaire, mais moins de 20 ans, en général, c'est bénin, mais il faut quand même vérifier que ce soit pas un cancer. Surtout les cancers hémato chez les enfants, supérieur à 55 ans aussi. Donc, et là, douleur thoracique, rachialgie dorsale. D'accord? Donc ça, c'est un drapeau rouge. Donc ça, imagerie. Même si ça fait depuis hier qu'il a mal. Imagerie. D'accord? Donc là, ok, douleurs sont invalidantes. Et ça, par exemple, moi, si j'étais bon, si j'étais méchant, j'aurais fait peut-être le piège à un AVC. Donc, mais bon, ça aurait trop dispersé, ça aurait trop classé les gens, mais, mais voilà, faites attention parce que des fois, on a des pièges. Elles sont accentuées lors des efforts pour aller à la selle. Donc, c'est des douleurs qui sont plutôt à tonalité mécanique, qui sont peut-être impulsives, d'accord? Donc, forte poussée, parfois peut-être le signe de la sonnette également. Il a pris du paracétamol en automédication sans efficacité. Il poursuit son activité professionnelle, travail de bureau, mais il s'y rend avec des difficultés. À l'examen, vous constatez une raideur rachidienne normale, avec quasi impossibilité à l'antéflexion du rachis. Ok, bon, tous les gens qui ont très mal au dos, ça peut arriver, qu'ils soient un peu raides. Les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont présents symétriques, donc ça c'est très important. Et vous ne constatez pas de déficit moteur ni sensitif. Quel diagnostic évoquez-vous? Lumbago, c'est plus joli, lombalgie aiguë commune. Quels arguments? Terrain, donc homme plutôt jeune, donc voilà, entre 20 et 55 ans, ça peut arriver. Facteur déclenchant mécanique, facteur mécanique, donc soulèvement du char avec sensation de craquement. Douleur plutôt à tonalité mécanique, donc accentuée à l'effort. Et syndrome rachidien franc. Qu'est-ce que ça veut dire un syndrome rachidien franc? C'est-à-dire qu'on a une raideur, une antéflexion, un étage douloureux, mais sans forcément la radiculalgie qui va avec. Donc c'est vraiment l'étage lombaire, du rachis, pardon. La radiculalgie qui va avec, c'est effectivement un impact avec une sciatalgie, des réflexes ostéotendineux qui sont déficients et surtout, un trouble sphinctérien. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la question d'après est euh, euh, sans surprise, ils vous disent quelle anomalie clinique supplémentaire devez-vous rechercher à l'interrogatoire. Ça, c'est vraiment du classico-classique. Si vous êtes amené à aller aux urgences, si vous n'avez pas noté sur le dossier du patient, tout patient lombalgique, pas d'argument pour un syndrome de la queue de cheval, c'est médico-légal. D'accord? S'il arrive un truc au patient, le juge pourra rien faire pour vous. C'est médico-légal. Donc vraiment syndrome de la queue de cheval. Donc vous lui posez trois questions simples. Est-ce que vous sentez un déficit? Donc vous regardez s'il boite, s'il arrive à lever la jambe ou pas. Est-ce qu'il a des fuites urinaires ou une incontinence fécale? Et est-ce qu'il a... euh, voilà, alors c'est surtout ça. Est-ce qu'effectivement il a les réflexes ostéotendineux? D'accord? Donc c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est la seule urgence chirurgicale dans le cas des lombalgies. C'est la seule chose. Petite anecdote, moi quand j'étais aux urgences de Bichat, quand j'étais interne en médecine générale, le chef de service, mais c'est bien qu'il
pour chaque patient lombalgique, si on n'avait pas fait un toucher rectal, il nous tapait une gueulante devant tout le monde. Pourquoi? Parce que, bon, après, c'est difficile à expliquer au patient qui a juste une petite douleur du dos, lui faire un toucher rectal. Mais en fait, il faut vérifier le sphincter, vérifier la tonicité du sphincter. Bon. Après, bon, c'était juste ce qui se passait là-bas, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Si vous posez la question, déjà, c'est bien. Donc, bien sûr, l'examen anesthésiant, l'examen du tonus anal au toucher rectal, ok. On sait déjà qu'il n'a pas de déficit moteur ni d'abolition des réflexes ostéotendineux, donc ça, c'était noté déjà au-dessus. En l'absence d'anomalie, est-ce que vous faites un examen? Non, aucun examen clinique. Lombalgie aiguë, évoluant de moins de 3 mois. Absence de drapeau rouge. C'est bon, on s'arrête là. Le patient est traité par des myorelaxants, des anti-inflammatoires. Après 3 mois, malgré traitement médical, bien suivi, il fait de la kiné. Il y a des douleurs qui persistent, euh, qui se, qui se complètent depuis quelques jours par une irradiation sciatique dans le membre inférieur gauche. Il existe une impulsivité à la toux. La douleur, donc impulsivité à tout quand vous toussez, et en général, c'est le disque intervertébral qui vient taper, pincer le nerf. D'accord? Alors, c'est pas le nerf, c'est la racine nerveuse. D'accord? C'est un conflit radiculaire, pour être précis. Donc, cette racine, L5 ou S1, dans le cadre d'une sciatique, quand on dit sciatique, c'est L5 ou S1. Quand on dit lomboradiculalgie, ça peut être L4, L5, L5, S1, ça peut être tous les étages au niveau de la queue de cheval. Donc, il existe une franche impulsivité à la toux. La douleur dans le membre inférieur et postérieur irradie dans la fesse, la cuisse, le mollet jusqu'à la face plantaire. Ça, par cœur. Donc, c'est un trajet radiculaire S1. Si c'était sur le côté et sur le dos du pied, c'est plutôt trajet L5. Si c'est juste devant la cuisse, jusqu'à la rotule, c'est L4. D'accord? Donc, comment vous faites la différence entre quelqu'un qui a une sciatique S1 et L5 juste en le faisant marcher? Comment vous pouvez distinguer les deux? Est-ce que vous savez? Comment on fait la différence entre une sciatique L5 ou S1 en les faisant marcher? La douleur au talon, Non, pas forcément. Des pages, Stépage, voilà, marche sur les talons ou la pointe. En fait, ok, si tu as un déficit sur la marche sur la pointe, c'est quoi? Si vous avez un patient qui n'arrive pas à marcher sur la pointe, qui arrive à marcher sur les talons, mais pas sur la pointe, c'est un déficit, c'est une atteinte de la racine L5 ou S1? J'arrive pas à rapetisser le truc. Alors, s'il n'arrive pas à marcher sur la pointe, c'est-à-dire qu'il a un déficit du triceps sural qui est derrière, donc c'est la racine S1, d'accord? Si il n'arrive pas à marcher sur les talons, c'est les extenseurs de la jambe, donc c'est devant, et c'est le trajet L5, parce qu'il est latéral et il passe un peu en devant jusqu'au dos du pied. Donc c'est vraiment de la logique. Euh, Oui, la conférence est enregistrée. Désolé, je trouve que plus les années avancent et plus je suis nul en informatique. Donc j'arrive pas à rapetisser la discussion. On pointe sur les pieds. Est-ce qu'on peut rajouter fièvre à la question 2? Alors attends. Oui, la question 2, oui, c'est une bonne remarque. Bon, comme c'est au singulier, c'est vraiment ça en queue de cheval. Parce que fièvre, douleur lombaire, tu vois, ok, on peut avoir des spondylodycites au rachis, mais si on a un seul, c'est vraiment ça dans la queue de cheval. Si tu l'as pas mentionné, comme je t'ai dit, hein, c'est pas miséro. Donc c'est vraiment, euh, pour moi, c'est l'élément indispensable. Si jamais on t'avait demandé une question au pluriel, bien sûr, tu vas sur la fièvre, tu vas sur les déficits neurologiques, bon, là, on les avait déjà, sur la perte de poids, l'altération de l'état général. Bah, regarde, tu vois, tu énumères un peu tout ce qu'on a sur le syndrome les drapeaux rouges. Ok. Bon, bah,
on a encore une imagerie sans surprise. On a une sciatique au niveau L5-S1, ça s'avère S1, ça s'avère L5, et cette hernie discale qui vient comprimer euh, en tout cas une racine nerveuse. Et si on regarde sur une coupe axiale, on voit que, donc là ça c'est à droite, ça c'est à gauche, on voit qu'il y a une compression paramédiane, probablement de la racine S1. Ok? Alors ça c'est important à bien avoir à l'esprit. Moi j'ai ce cours-là. Attendez, je vais vous montrer ça. Tac. واضح. Rhumatologie, radiculagie, collège, voilà. Il y a ce collège-là qui est vraiment pas mal. Voilà, ce schéma-là est super. C'est mes cours des, euh, des ECN et effectivement, وكذا ولا هي مدارس ça, ممكن في ça, مهما طول بدل ça خويا واحد permet, بتهضر معاه ça permet effectivement de bien se situer. Alors, ça, c'est une image du rachis. On a des différentes hernies discales à différents endroits. Si ça comprime au niveau 1, c'est en tout cas une hernie médiane. Si c'est au niveau 2, c'est paramédiane. Et si vous regardez bien, eh ben, c'est la racine nerveuse de l'étage sous-jacent. Donc si tu as une compression médiane ou paramédiane à L4, c'est forcément L5 qui est touché. D'accord? Pareil. Si c'est à L3, médiane ou paramédiane, c'est l'étage en dessous qui est touché. OK? Par contre, si c'est une hernie foraminale ou extraforaminale, comme la 4, donc foraminale ici, extraforaminale, bah, c'est l'étage, euh, c'est le même étage qui est touché. OK? Donc là, bon, bah, on a une hernie paramédiane au niveau L5, S1, c'est forcément S1 qui est touché. Si c'était extraforaminal à l'étage L5, S1, ce serait L5 qui serait touché. D'accord? Et ça, c'est pas mal quand vous relisez les IRM, bon, quand vous avez le temps. Des fois, il y a des radiologues, effectivement, qui nous disent à tel étage qu'il y a une compression et finalement, bah, ça correspond pas cliniquement. Donc, quand vous avez une discordance, n'hésitez pas à faire réinterpréter les images. Le patient ne répond pas à l'association paracétamol AINS. Donc, bien sûr, on va utiliser palier 2. Si ça marche pas, douleur, traitement de la douleur neuropathique, ça, vous le connaissez par cœur, c'est tombé tellement de fois. Antidépresseur, gabapentine ou éventuellement infiltration épidurale. C'est pas moi qui le dis, c'est la HAS. Regardez, c'est là. Seconde intention, opioïdes, antidépresseur, gabapentine. Donc, voilà. Première intention, paracétamol, INS. OK? Très bien. Sujet 3. euh, tac. Oui, oui, ce sera enregistré la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Vous recevez au service d'urgence une jeune femme de 23 ans, sans antécédent, présente des lombalgies depuis 4 jours. Consulté un médecin 3 jours auparavant, qui lui a diagnostiqué un lumbago, lui a prescrit du kétoprophène 100 matin et soir, paracétamol 3 grammes par jour. Devant la persistance des lombalgies, elle vous consulte ce jour. Cliniquement, elle est fébrile à 38,8 depuis 48 heures et la seule anomalie est la douleur, l'ébranlement de la fosse lombaire droite. Donc ça, sans surprise, on part sur une pyélonéphrite droite. À l'examen biologique, on a bon, une petite anémie. Par contre, on a surtout un syndrome inflammatoire qui est assez important et un DFG qui est normal, une créate qui est normale et un ionogramme normal. Bon, elle est plutôt jeune, donc ça concorde. Donc, quels éléments complémentaires recherchez-vous à l'interrogatoire? Donc, bien sûr, des signes urinaires fonctionnels. Ça, on ne sait pas. Est-ce que ça brûle quand vous faites pipi? Est-ce qu'il y a des impériosités, polyacurie? Parfois, on peut ne pas avoir des brûlures mictionnelles, hein. Juste la polyacurie peut être un des signes urinaires fonctionnels d'une infection urinaire. Ça, il faut le savoir. Signe de gravité, bien sûr. Donc, frisson, sueur, état de choc, vomissement rendant impossible le traitement oral. Donc, ça, c'est c'est bête, hein. Vomissement rendant impossible le traitement oral. C'est un signe de gravité, on n'y pense pas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas écrit, mais c'est un signe de gravité. Parce que si elle ne peut pas prendre le traitement oral que tu vas lui donner, eh ben, tu sais que tu vas l'hospitaliser, tu vas l'envoyer aux urgences. Si elle vomit, parce que parfois les pyélonéphrite peuvent donner des signes ORL, donc des signes effectivement digestifs, et on peut avoir des vomissements. Antécédents, bien sûr, des épisodes. Alors, grossesse en cours, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un... On le sait, donc voilà. Tu sais que comme tu as révisé
à la perfection les infections urinaires. Et c'est pour ça que cette année, je vais changer un peu sur la façon de faire les sessions et je vais en consacrer une exprès pour l'urologie et surtout sur les infections urinaires parce que ça tombe tout le temps. Il y a trop d'un type d'infections. On commence à tout mélanger. Donc, les grossesses en cours, c'est des terrains, des infections urinaires, pas graves, mais à risque de complications. Et ça change tout sur les examens complémentaires et sur la prise en charge. D'accord? C'est très important. Donc ça doit être un réflexe. Recherche de signes de choc, bon, palpation abdominale, examen. Alors, examen gynéco, c'est une femme, ça peut être une salpagite, ça peut être une infection génitale haute. OK? Diagnostic différentiel d'une douleur en fosse lombaire. OK? Et fièvre. Donc ça, on l'avait vu aussi en session de révision sur les diagnostics différentiels. Et ça, c'est très important de bien discerner un peu tout et de les énumérer. Donc votre examen clinique est normal en dehors des éléments précités dans l'énoncé. Quel examen complémentaire? En plus, ça va, ils sont gentils. Ils vous le donnent au singulier. Moi, je l'aurais mis au pluriel, mais il n'y a que le CBU à faire. Vraiment que le CBU. Donc, je l'aurais mis, peut-être que j'aurais été méchant, mais moi, si je vous avez vu, pour faire des révisions, hein, bien sûr. L'idée, c'est que vous réussissez, mais si j'avais mis comme ça, il faut répondre que ECBU, de manière ferme. OK? Valeur d'interprétation chez la femme symptomatique, donc c'est ça. Alors ça, il faut le connaître, effectivement. Donc leucocyturide plus 10 puissance 4, bactériurie significative, c'est 10 puissance 3, et bien sûr l'examen direct. Pourquoi pas BU? Oui, BU, c'est BU, ouais. Ouais, ok. BU, c'est BU. Les deux ensemble. Ouais, bien vu. Euh, Cet examen revient positif. Quel diagnostic retenez-vous? Pyélonéphrite aiguë droite simple. Donc, soyez précis. Quel endroit? Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle a un risque de complication? que- Oui, là, on peut mettre BU, CBU. Hop, pas de problème. Dans le pili, ils mettent ça. Quelle est votre prise en charge médicamenteuse? Donc, hop, antibiothérapie probabiliste immédiate, donc fluoroquinolone ou C3G si la patiente est vue aux urgences, adaptation secondaire, traitement symptomatique, antalgique, antipyrétique, arrêt impératif des INS, bien sûr, parce que comme il lui a donné des INS, c'est un facteur favorisant les complications, notamment l'abcès rénal. Durée totale, donc 7 jours, si fluoroquinolone ou C3G, sinon 10 jours, réhydratation orale. Donc ça, c'est le pilier qui le dit et c'est à ce niveau-là. Ah, je sais plus. Tac. Voilà. Là. 7 jours, si fluoroquinolone ou bêta-lactamine parentérale. 10 jours dans les autres cas. Ok. Sujet 4. Une dame de 66 ans, traitée depuis 8 ans pour un diabète. Elle fume 10 cigarettes par jour. Elle est sédentaire, gênée pour une gonarthrose bilatérale. Elle pèse 86 kilos pour une taille de 1,66 m. Donc IMC 31. Ah, tour de taille 101. Donc dès qu'on vous donne ces éléments-là, vous dites, ah, il y a un déclic. Pensez à quoi? Syndrome métabolique. C'est tombé plein de fois, ça. D'accord? Dès qu'on vous donne le tour de taille, syndrome métabolique. Ça, à chaque fois, je vous le dis. OK? Tour de hanche, bon, pourquoi pas. Pression artérielle, rapport albuminurie sur créatinurie, normal, elle est diabétique, donc c'est important pour savoir si elle a une microalbuminurie ou pas. Euh, Fond d'œil, normal, glycémie 1,70, glycémie postprandiale 2,20, hémoglobine glyquée 8,1, l'exploration lipidique, donc ça, il faut bien les connaître, j'avais insisté là-dessus, sur ça. Euh, L'échographie abdominale retrouve une stéatose hépatique. Le DFG est à 86, bilan hépatique qui est plutôt perturbé également. Donc, elle est traitée par metformine, un gliptine en gros. Quels sont les arguments cliniques en faveur d'une insulino-résistance? Donc, chez Madame D, quels sont les trois objectifs glycémiques? Donc, les arguments cliniques en faveur d'une insulino-résistance, en tout cas, c'est surtout le fait qu'elle soit obèse. Ça joue énormément. Et notamment sur la répartition des graisses, donc la répartition androïde, le tour de taille qui est supérieur à 88, une dyslipidémie et une atteinte hépatique, donc elle a une NASH
qui est vu à l'échographie et avec une cytolyse qui s'y accompagne. Les trois objectifs glycémiques, donc c'est les objectifs connus à jeun, postprandial et l'hémoglobine glyquée. Euh, Question 2, quel traitement antidiabétique? On y reviendra. N'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra à la fin. Quel traitement antidiabétique allez-vous prescrire dans la situation actuelle? Donc là, globalement, on va plutôt partir sur un analogue du GLP-1. Pourquoi? Parce que l'analogue du GLP-1 va favoriser la perte du poids, améliore la stéatose hépatique et apporte une protection cardiovasculaire et rénale. Donc on peut avoir aussi une alternative possible, c'est l'inhibiteur du SGLT2. Donc ça, c'est des médicaments qui vont couper la faim. Vous avez un doute sur les recommandations, vous allez sur rocomedical.fr, recommandations 2025, et il vous donne les références. D'accord? Donc là, vous allez sur comorbidité, patient obèse, première ligne, c'est une metformine, plus ou moins des analogues du GLP-1. Deuxième ligne, soit des analogues du GLP-1 ou soit euh, inhibiteur du SGLT2. Troisième ligne, bah, les deux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si c'est juste un patient qui n'a pas de comorbidité, on commence par metformine et éventuellement, bah, on peut utiliser ces quatre traitements-là, mais on privilégiera ces deux-là. Donc ça, je vous laisserai le consulter tranquillement. C'est gratuit. OK? Euh, Quel traitement antidiabétique avez-vous prescrit à la situation actuelle? Alternative? OK, ça c'est bon. Avec le traitement proposé, donc l'hémoglobine glyquée oscille entre 6,7 et 7,2 pendant 2 ans. Le poids chute à 72 kg, la pression artérielle est à 120-70, le LDL est 0,9. Vous la perdez de vue et elle revient 3 ans plus tard. L'hémoglobine glyquée est à 8,6 et le fond d'œil montre une rétinopathie débutante. Le rapport albuminurie-créatinurie est à 46 mg par gramme. Quelle modalité thérapeutique proposez-vous? Donc, comme on a discuté juste avant, on voit qu'effectivement, que le poids il chute. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose. Par quoi elle était à combien le poids là? Je ne me rappelle plus. Alors, elle était à 86 kilos, donc elle commence à perdre du poids. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, on va plutôt discuter d'une insulinothérapie. Pourquoi? Parce que 3 ans plus tard, elle a compliqué son diabète. En tout cas, il n'est plus stable. Son hémoglobine glyquée a réaugmenté. Elle a des complications de son diabète. Donc, bien sûr, on va essayer d'être un peu plus agressif, notamment en ajoutant un troisième antidiabétique et si non suffisant, bien sûr, une insulinothérapie qu'on laisse en joker pour la fin. Alors là, c'est une patiente qui a une microalbuminurie. Donc, systématiquement, vous allez ajouter une IEC ou un ARA2, d'accord? Même si la pression artérielle est normale. C'est un néphroprotecteur, donc il faut vraiment le faire. Il y a beaucoup de patients que vous traitez pour de l'hypertension et qui, justement, qui sont inquiétés par la dégradation de la fonction rénale parce que leur créate augmente un peu. Mais il faut leur expliquer que les IEC ou l'ARA2 sont néphroprotecteurs, même s'ils augmentent un peu la créate. Alors, tant que cette créate n'augmente pas trop, que le DFG ne diminue pas trop, c'est pas un souci. Donc, il faut plutôt les rassurer sur ça. Votre patient s'est blessé à l'occasion d'activités de jardinage. Donc là, il faut penser tout de suite tétanos. Elle s'inquiète, elle vous en parle. Vous profitez pour faire le point sur les vaccinations. Donc ça, franchement, sans surprise, très tombable. Quels vaccins sont recommandés? Donc, bien sûr, le calendrier vaccinal à connaître par cœur de 0 à 100 ans, d'accord? Plus de 75 ans. Donc, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, c'est systématique maintenant. D'accord? Même chez les patients âgés. Avant, c'était que des TP, maintenant, c'est coqueluche aussi. Grippe saisonnière, Covid, donc ça, annuellement. Pneumocoque, attention, ça a changé. C'est le Prévenard 20. Une seule dose. Pas besoin d'en faire plus. Zona de dose à 2 mois d'intervalle. OK? Donc là, parce que c'est une patiente qui a plus de 65 ans. Alors, il manque des questions. Du sujet 3, c'est possible. J'ai pas eu le temps de tout faire. Là, je voulais juste insister sur les questions les plus importantes. On n'ajoute pas un IEC ARA2 à ce stade de microville avec pression artérielle. Bah, les recommandations disent que si.
Donc, effectivement, que les IEC ont un effet néphroprotecteur. Donc, ça, c'est important. Question 3, au vu des complications, est-ce que c'est possible de parler directement de l'insulothérapie? Bonne question. Bonne question. Après, il n'y a rien qui presse, tu vois. C'est une patiente qui a une rétinopathie diabétique qui s'est développée. Tu as encore un panel thérapeutique. Donc, sauf si effectivement elle te fait une acidocétose ou une grosse complication de diabète aigu. Mais là, je pense qu'on peut se contenter de faire une trithérapie avant de commencer l'insulothérapie. Il demande des arguments cliniques, la stéatose et dyslipidémie paraclinique. Quels sont les arguments enfin, une insulorésistose? Alors, pas forcément, il n'y a pas besoin de développer la stéatose hépatique. On te demande ce qui est en faveur d'une insulino-résistance, c'est le syndrome métabolique, c'est l'obésité. Et la NASH, on sait que c'est une des complications du syndrome métabolique. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas hein, si vous avez des choses. Alors moi, je vais en profiter donc pour vous montrer un petit peu. Hop, vous voyez toujours mon écran, hein, on est d'accord? Donc les collèges, ça c'est très important. L'HAS, le PILI pour l'infectiologie, Rocomédical. Alors il y a un site aussi qui s'appelle medg.fr. Donc, par exemple, le collège de rhumatologie, il est facilement accessible. Vous tapez à chaque fois collège et vous tapez le nom du chapitre. Il y a aussi Antibiotiques pour les antibiotiques, Medg. Oups. Alors, Medg, fiche. Donc ça aussi, c'est pas mal. Alors, c'est pas trop à jour. Donc ça, c'est important de faire attention aux références. Par exemple, si on regarde la cardiologie et qu'on coche des gens qui ont fait des dessins. Donc si on regarde un petit peu sur le site Medjay, bon, alors je sais pas pourquoi c'est bloqué, mais il y a ça aussi. Euh, S'il y a des gens aussi qui sont intéressés par les confs, moi j'organise des confs, mais bon, ça c'est pas systématique, c'est pas nécessaire si vous en avez déjà. Donc médecine générale, cette année j'ai fait différemment. Avant on faisait une session imbuvable sur 2 jours. 2 fois 3 heures. Là, j'ai décidé de faire une seule session, une seule journée, donc de 20 heures à 23 heures. Et ça, c'est tous les systèmes qu'on va aborder. Et les dates, ils sont ici. Donc, il y a aussi l'urgence pédiatrie, j'ai pas encore les dates. Mais voilà, les sessions, par exemple, hématologie qui tombent énormément. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pneumologie également. C'est le 8 avril. Et si vous voulez insister qu'il y a une seule séance, donc c'est 70 euros. Donc, vous pouvez assister à la séance que vous voulez. Ou pas. Donc, il y a pas de. Donc, euh, donc, par rapport à ça, voilà, si vous voulez avoir des infos, c'est sur EVC. Pour la vidéo, je vais la mettre sur YouTube et je vais vous la partager sur le groupe. Vous avez déjà les autres sujets qui sont sur le groupe, donc n'hésitez pas pour le VCF et vos internes accessibles gratuitement, hein, donc je les ai mis. S'il vous plaît, pour l'autre cas clinique, pyélonéphrite aiguë, vous pouvez réexpliquer le traitement parce que la question c'était est-ce que vous savez pourquoi on peut s'entraîner? D'accord. Alors pour la pyélonéphrite, euh, je vais essayer de répondre une par une. Euh, sur la pyélonéphrite, la question c'était de savoir si alors, le traitement. Alors ça c'est sur le cours, mais si je reprends le cours, tu vois, si tu prends par exemple la pyélonéphrite, tu as 3 catégories. Donc, tu as la pyélonéphrite grave, tu as la pyélonéphrite simple, sans signe de gravité,
et tu as la pyélonéphrite à risque de complication, tu vois. Et si tu as une pyélonéphrite à risque de complication, c'est comme la pyélonéphrite simple, sauf que, eh ben, tu vas rajouter un bilan biologique. Donc, essayez de vous faire cette gymnastique-là entre vous, euh, de telle sorte à ce que, euh, par exemple, vous êtes deux ou trois à faire une sous-colle. Comment tu fais? Tu as une patiente de 24 ans qui vient te voir et qui a une douleur en fosse lombaire. OK? Elle a aucun autre signe. Qu'est-ce que tu fais? NFS, Yono, non, surtout pas. Bah non, une pyélonéphrite simple. Donc tu la mets dans cette colonne, dans ce panier-là de pyélonéphrite simple. Donc tu vas pas lui faire d'examen complémentaire à part le CBU. Par contre, si elle est à risque de complications, quels sont les risques de complications? Donc les patients à risque de complications, c'est noté ici. Alors c'est noté là, normalement, au tout début. Tac. Où est-ce que c'est? Voilà. Terrain à risque de complications. Sexe masculin, grossesse, âge de plus de 65 ans, insuffisance rénale, immunodépression, patient fragile, âgé, perte de poids involontaire, vitesse de marche lente. Donc ça, c'est grossesse, voilà. Je ne voyais pas. Donc grossesse. Ah, donc infection urinaire à risque de complications. Grossesse. Je te dis, ah bah attention, si elle a un risque de grossesse, bah, du coup, tu vas lui faire des examens complémentaires. Et elle est ici. Donc, est-ce que tu fais les hémocultures uniquement si doux diagnostic? Par contre, NFS, CRP, créate, imagerie, ça c'est bien sûr que c'est en systématique. L'antibiothérapie, bon, monothérapie. Si c'est grave, c'est bithérapie. Et bien sûr, la surveillance, mais ça va de soi. Euh, Non, tu fais le CBU. Tu fais BU, CBU. Même si la BU est négative, tu fais le CBU quand même. Elle risque de compliquer. Ah, bah si c'est un vrai critère de complication, les AINS, non, non, non. Par contre, euh, je t'ai déjà eu en cours, Sarah, non? Euh, Tu te rappelles, il y avait un chapitre particulier où si on prenait des AINS, eh ben, c'était un facteur de risque et c'était un patient qu'on devait hospitaliser. C'est la pneumopathie. La pneumopathie, par exemple, tout le monde dit, ah bah c'est CRB 65, on hospitalise ou pas. Euh, mais les patients qui avaient pris des ANS, c'était écrit en tout petit dans le collège de pneumologie. Patient qui avait pris des ANS, c'est un patient qu'on va hospitaliser. Ça, on l'avait fait en classe clinique. Donc, mais là, non, pour l'infection urinaire, c'est pas la même chose. Si on met une durée de traitement 14 jours, ça risque d'avoir ça. Non, je pense pas qu'ils seront méchants avec la durée. Parce que les recos changent tout le temps, tu vois. Donc oui, avant c'était 14 jours, maintenant c'est 10 jours. Je pense pas qu'ils vont être méchants à ce point. S'il vous plaît, oui, il y aura un replay, ça je l'ai déjà dit. Vous pouvez nous exposer un peu la formation. Alors, formation, les sessions de révision, c'est des cas cliniques. Donc, en fait, je commence directement par des cas cliniques. On va faire par des thèmes et une fois qu'on a fait des cas cliniques, moi j'aime bien quand c'est interactif, on essaie d'y répondre tous ensemble. J'essaie de comprendre un peu comment la personne va répondre et comment on peut améliorer la réponse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la réponse, mais il y a plein de points à gratter. Un de ces quatre même, je ne sais pas si on fera, dès qu'il y aura des lauréats, j'aurai peut-être des copies et peut-être qu'on fera une visioconférence sur un lauréat comme ce qu'on fait chaque année. Mais vous avez sur ma chaîne YouTube, on avait fait un travail qui était intéressant l'année dernière. Vous tapez mon nom sur YouTube et vous tombez sur les vidéos de trois personnes, trois profils différents, dont une dame qui avait trois enfants, qui était toujours de garde aux urgences et qui explique comment elle a réussi les EVC en faisant mes formations, en s'organisant, en faisant effectivement, en fait, le peu de temps qu'elle investissait, elle, euh, elle était, euh, elle était efficace. Donc, et comment travailler ça? Alors, réviser des cours, ça, vous pouvez le faire tout seul. Par contre, essayer d'apprendre à répondre à une question ou bien essayer de faire des liens avec d'autres chapitres et à se poser des questions, à faire des cas cliniques qui peuvent un peu être transcendants avec d'autres, ça c'est le meilleur moyen de consolider les infos. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur les confs en général, peu importe
n'importe quel conf. Moi, le plus important, c'est que vous réussissez. Donc, l'idée, c'est surtout de se mettre à jour. De se mettre à jour. On a eu une belle gifle l'année dernière sur l'ACFA, alors que les recommandations sont sorties quelques mois avant. Ils avaient changé le score Shadbask. D'accord? On met plus le sexe. Mais c'est un petit truc, mais ça change tout. Et c'était juste quelques mois avant. Donc c'est ça qui est pas mal dans les sessions de révision, c'est qu'on peut tous ensemble, effectivement, apporter des mises à jour, mais surtout être toujours à jour des dernières recos. Par exemple, là, les recommandations sur les infections pulmonaires, elles viennent de changer. Donc c'est pour ça que ça, on l'avait bien revu ensemble, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que la formation est intéressante. D'accord? Donc peu importe, mais restez pas tout seul dans votre coin. Euh, Franchement, merci beaucoup. Attends, je regarde parce que j'ai peut-être. Est-ce que vous savez sur quoi on peut s'entraîner? Interprétation des examens complémentaires. Donc des cas cliniques, beaucoup de cas cliniques et les formations aussi. Il y a beaucoup de bilans biologiques et on essaie de les voir. Alors, le barème, ça, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que c'est peut-être sur 20 points et ils mettent des points assez importants et des points bonus. Donc, s'il y a des petites choses à rajouter, je pense qu'il y a des systèmes de points bonus. Euh, زين ندخل واحد في الجنود. alors, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Si on ajoute un UEC, ok, ça j'avais. Alors, alors, Abderrahmane nous dit que c'est pas une pyélonéphrite simple. Il y a des signes biologiques en faveur d'une infection systémique CRP et des cultures positifs. Ok, attends, je regarde ça. Hop, tac. Alors, où est-ce que tu vois les mots culture positifs? Peut-être que je suis passé à côté. Je vois pas en quoi elle serait pas simple. Mais peut-être que je me trompe. Je sais pas si tu peux nous en dire plus, Abderrahmane. Donc non, pour moi, c'est une pyélonéphrite simple, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, sauf s'il y a un élément que j'ai oublié, mais donc non, non, elle est simple, hein, ça change tout. Vraiment, faites très attention à ça. Ok, très bien. Bah écoutez, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Je sais pas si vous avez tous mon mail. C'est toujours la HS, les recommandations. Mais Recomédical, c'est vraiment un super site. Si jamais tu trouves pas l'info, si on n'a pas l'info sur la HAS, c'est les collèges. D'accord? Le collège des enseignements. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Voilà, c'était une conférence courte pour. Non, je pourrais pas partager le PDF. Ça, normalement, vous allez trouver dans les annales. Donc, mais, euh, mais on se voit. En tout cas, je vais partager la vidéo. Tu pourras la voir facilement. Je vous dis bonne soirée à tous et peut-être à dans 2 semaines pour ceux qui seront inscrits à la formation. Je ferai une diffusion sur le groupe. Mais voilà, tenez-moi au courant ceux qui ont réussi, avec qui j'étais en contact, si c'est positif ou négatif. Bien sûr, si vous me partagez votre copie, ce sera anonyme, mais ça peut être intéressant de voir un peu les erreurs à ne pas faire, les erreurs et les choses qui ont été positives. OK? Bonne soirée à tous. Au revoir.